Au tribunal, ma sœur a déclaré, finalement, ta maison est à moi. Mes parents ont applaudi. Je suis restée là, silencieuse, jusqu'à ce que la juge lève les yeux et dise. Au tribunal, ma sœur a regardé droit la juge et a dit, finalement, ta maison est à moi. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'en avait pas besoin. Derrière elle, mes parents ont commencé à applaudir, de vrais applaudissements. Le genre d'applaudissements que l'on donne quand on pense avoir déjà gagné. Je suis restée là, silencieuse, les poings serrés, sentant tous les regards dans la salle d'audience se tourner vers moi. Pour eux, je devais avoir l'air vaincu. La fille tranquille, celle qui cède toujours. Ma sœur souriait comme si la fin était déjà écrite. Ce que personne n'a remarqué, c'est l'expression de la juge. Elle a arrêté de feuilleter le dossier. Ses doigts se sont figés sur la page. Puis elle a lentement levé la tête et m'a regardé directement. « Mademoiselle Carter, dit-elle calmement. Avant de statuer sur cette affaire, je dois vous demander quelque chose. » C'est à ce moment-là que le sourire de ma sœur a vacillé, et l'histoire qu'il pensait connaître a commencé à s'effilocher. Je m'appelle Hazel Carter, et bien avant que nous n'entrions dans cette salle d'audience, ma famille avait déjà décidé qui j'avais le droit d'être. Lorraine, ma sœur aînée, était la certitude incarnée. Elle parlait fort, riait facilement et ne doutait jamais qu'elle méritait plus que quiconque dans la pièce. Mes parents adoraient ça chez elle. Ils appelaient cela la confiance, l'ambition, le leadership. Quand Lorraine entrait dans un espace, les gens s'ajustaient autour d'elle. Quand c'était mon tour, ils me remarquaient à peine. Lors des réunions de famille, mon père posait une main fière sur l'épaule de Lorraine et disait « Voici notre fille Lorraine. Elle sait ce qu'elle veut. » Puis ses yeux se tournaient vers moi, presque après coup. « Et voici Hazel. Elle est responsable. » Responsable était le mot qu'ils utilisaient quand ils ne trouvaient rien d'autre à louer. J'ai appris très tôt que prendre la parole ne faisait qu'empirer les choses. Si Lorraine m'interrompait, ma mère disait « Laisse-la finir, Hazel. » Si Lorraine prenait quelque chose qui m'appartenait, mon père haussait les épaules. « Tu n'en as pas vraiment besoin, n'est-ce pas ?» Et si jamais je protestais, même doucement, la pièce devenait glaciale. « Pourquoi es-tu toujours si difficile ?» demandait-il. Alors, j'ai arrêté de discuter. J'ai arrêté de m'expliquer. Le silence est devenu mon refuge le plus sûr. Des années plus tard, quand ma grand-mère est décédée, elle m'a laissé sa maison sur Cedar-Lane. Ce n'était pas un grand domaine ou une propriété de luxe. C'était une vieille maison étroite avec des planchers qui craquaient et un toit qui fuyait, mais elle était solide, stable, tout comme elle. Et pour des raisons que je n'ai jamais entièrement comprises, elle m'a fait confiance pour s'en occuper. Lorraine a ri quand elle l'a appris. Cet endroit, dit-elle lors d'un dîner, en faisant tourner le vin dans son verre. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Le vendre et retourner suppliaient papa et maman. Je le garde, ai-je répondu tranquillement. Mes parents ont échangé un regard. Cela semble beaucoup à gérer pour toi, dit ma mère. Ne serait-il pas plus intelligent de laisser Lorraine gérer quelque chose comme ça ? Voilà encore. La supposition que je ne pouvais pas, que je ne devrais pas. J'ai rénové la maison lentement, à ma manière. Les soirs après le travail, les week-ends passés à gratter la peinture, à apprendre, à corriger les erreurs. J'ai tout payé moi-même. Chaque reçu, chaque facture, chaque heure de travail était à moi. Lorraine n'est jamais venue. Mes parents n'ont jamais demandé comment ça se passait. Mais au moment où la maison a été terminée, au moment où elle a pris de la valeur, tout a changé. Soudain, il y a eu des questions, des inquiétudes, des discussions familiales. Lorraine m'a appelé un soir, sa voix douce d'une manière qui me nouait l'estomac. « Tu sais, dit-elle, maman et papa pensent que ce n'est pas juste que tu aies la maison pour toi toute seule. » J'ai tenu le téléphone en silence une seconde avant de répondre. Elle m'a été laissée légalement. Elle a ri doucement. Nous verrons bien. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important pour ma famille. Je n'étais pas une personne avec des droits. J'étais une remplaçante, une détentrice temporaire de choses qu'ils croyaient appartenir à quelqu'un d'autre. Et dans leur esprit, ce quelqu'un était toujours Lorraine. 2 semaines après cet appel, une épaisse enveloppe est arrivée à mon appartement. Pas d'adresse de retour, juste mon nom tapé nettement sur le devant. À l'intérieur se trouvaient des documents judiciaires. Je me souviens m'être assise sur le bord de mon lit, les papiers tremblants dans mes mains alors que je lisais et relisais les mots,
essayant de leur donner un sens. Lauren Carter contre Hazel Carter, le nom de ma sœur imprimé au-dessus du mien, séparés par un seul V brutal. Elle me poursuivait en justice pour la propriété de la maison. Selon le dossier, j'avais verbalement accepté de partager la propriété avec elle et j'avais ensuite retiré mon consentement en raison d'une instabilité émotionnelle et d'un stress extérieur. C'était écrit dans un langage calme et professionnel, le genre qui fait paraître la cruauté raisonnable. Les noms de mes parents apparaissaient sur la dernière page. Des déclarations de témoins signées, sans hésitation, sans condition. Cela m'a fait plus mal que le procès lui-même. J'ai d'abord appelé ma mère, elle a répondu à la deuxième sonnerie. Déjà sur la défensive. Hazel, ça ne doit pas mal se passer, dit-elle. Ta sœur veut juste ce qui est juste. Ce qui est juste, ai-je demandé doucement. Elle n'a jamais touché à cette maison. Elle n'a jamais payé $1. Mon père lui a pris le téléphone. Tu es égoïste, dit-il sèchement. Lauren a une famille. Elle a besoin de sécurité. Tu es seul. Seul? Comme si cela me disqualifiait de la propriété. J'ai mérité cette maison, ai-je répondu. Grand-mère me l'a laissée. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, a-t-il lancé. Et honnêtement, toi non plus. L'appel s'est terminé là. La date du procès est arrivée rapidement, plus vite que je ne l'avais prévu, comme si toutes les personnes impliquées étaient impatientes d'en finir, de formaliser quelque chose qu'elles avaient déjà décidé être inévitable. Le matin de l'audience, je suis entré seul au palais de justice. Lauren était déjà là, parfaitement habillée, assise entre nos parents comme une reine entre ses gardes loyaux. Elle a souri en me voyant, pas un sourire chaleureux, mais un sourire acéré. Ne t'inquiète pas, a-t-elle murmuré en passant. Ce sera rapide. Je me suis assise seul à la table de la défense. Pas de famille derrière moi, pas de main sur mes épaules, juste un banc vide et la compréhension silencieuse que je n'étais plus quelqu'un avec qui ils essayaient de raisonner. J'étais quelqu'un à qui ils essayaient de prendre quelque chose. Quand la juge est entrée et que la salle d'audience s'est levée, mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Je me suis dit de respirer, de rester calme, d'écouter. L'avocat de Lauren s'est levé le premier. Et à chaque mot qu'il prononçait, je réalisais qu'il ne s'agissait plus seulement de la maison. Ils n'essayaient pas de la partager. Ils essayaient de prouver que je ne la méritais pas du tout. L'avocat de Lauren parlait avec l'assurance de quelqu'un qui croyait la fin garantie. Il ne m'a pas attaqué directement au début. Cela aurait été trop évident. Au lieu de cela, il a construit une version de moi, pièce par pièce. Mots calmes, ton concerné, pose compatissante. Mademoiselle Hazel Carter, a-t-il commencé, a fait face à un stress émotionnel important au cours des dernières années. Je regardais droit devant moi. Il a parlé de mes longues heures de travail, de la façon dont j'avais rénové la maison seule, de la façon dont j'avais choisi de ne pas impliquer ma famille dans les décisions importantes. Il a présenté l'isolement comme de l'instabilité. Par moments, a-t-il poursuivi, Mademoiselle Carter a exprimé se sentir dépassée, confuse, incertaine quant à l'avenir. Lauren hochait lentement la tête, comme si chaque mot confirmait quelque chose de tragique qu'elle avait toujours su. Mes parents regardaient en silence. Puis est venue la phrase qui m'a noué l'estomac. Notre position est que, pendant cette période, Mademoiselle Carter a verbalement accepté de partager la propriété de Cedar Lane avec sa sœur, Lauren Carter. Une promesse qu'elle a ensuite rétractée. Une promesse. Ce mot résonnait dans ma tête. Les promesses sont censées être mutuelles. Vues. Mémorisées. Je n'en avais jamais fait. Mais l'avocat n'avait pas encore besoin de preuves. Il avait juste besoin de semer le doute. Il s'est tourné vers la juge. Il ne s'agit pas d'un cas de cupidité, votre honneur. C'est un cas de préoccupation. La crainte que Mademoiselle Carter, en raison de la tension émotionnelle, ne soit plus capable de gérer seule un tel bien. Capable. Je pouvais sentir le poids de ce mot s'installer dans la salle d'audience. Une femme assise tranquillement, accusée d'être incapable. Pendant que tout le monde attendait de voir si elle allait craquer, Lauren a enfin parlé. Elle s'est levée et a fait face à la juge, sa voix douce mais ferme. J'aime ma sœur, a-t-elle dit. C'est pour ça que je suis ici. Elle a toujours été fragile. Je veux juste la protéger d'une erreur. La protéger. J'ai failli rire. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse.
Lorraine m'a jeté un regard, ses yeux vifs. Hazel est facilement dépassée. Elle panique. Elle doute d'elle-même. Elle m'a même dit une fois qu'elle ne savait pas si elle pourrait gérer la maison. Cette partie était vraie. J'avais dit cela tard un soir, épuisé, debout dans la cuisine d'une maison à moitié rénovée, avec de la peinture sur les mains et de la poussière dans les cheveux. Mais ce que je voulais dire, c'était gérer tout toute seule. Ce que Lorraine a entendu, c'était une opportunité. L'avocat s'est penché. Et c'est là que vous avez offert votre aide. Lorraine a hoché la tête. J'ai offert de partager la responsabilité, pour lui enlever un peu de pression. Ma mère s'est agitée sur son siège. Elle a toujours été la plus sensible, a-t-elle ajouté soudainement. Hazel prend les choses très à cœur. La juge a levé les yeux. Madame Carter, dit-elle calmement. Vous aurez l'occasion de parler plus tard. Ma mère s'est tue. La salle d'audience semblait plus petite, plus chaude, comme si l'air lui-même se pressait contre moi. Chaque instinct en moi hurlait de me défendre, d'expliquer, de corriger chaque phrase tordue. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je comprenais quelque chose. Il ne me parlait pas. Il parlait de moi. Et l'histoire qu'il racontait n'était pas destinée à mes oreilles. Elle était destinée à la juge. Lorraine s'est rassise, son rôle joué à la perfection. Sœur inquiète, fille responsable, protectrice. Elle s'est penchée vers moi et a murmuré si doucement que personne d'autre ne pouvait entendre. Tu vois, tu aurais juste dû me laisser gérer ça. J'ai croisé son regard pour la première fois depuis le début de l'audience. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de savoir si j'allais perdre la maison. Il s'agissait de savoir si j'allais les laisser décider qui j'étais. Alors, je suis restée silencieuse, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'attendais le bon moment pour parler. La salle d'audience est tombée dans un silence bref et mal à l'aise, le genre de silence qui fait que les gens s'agitent sur leur siège, le genre qui semble plus lourd que des cris. La juge a baissé les yeux sur les documents devant elle. Elle les a feuilletés lentement, une page à la fois, comme si elle n'écoutait plus l'histoire racontée à voix haute, mais quelque chose en dessous. L'avocat de Lorraine s'est redressé, confiant. Mes parents étaient assis immobiles, les mains jointes, les expressions figées. J'ai gardé les yeux tournés vers l'avant. Puis la juge a arrêté de tourner les pages. Son doigt reposait sur un seul paragraphe. Son front s'est plissé. Elle a levé les yeux. Pas sur Lorraine, pas sur son avocat, pas sur mes parents, mais sur moi. Mademoiselle Carter, dit-elle d'un ton égal. Vous avez été très silencieuse. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées. Lorraine a souri faiblement, comme si c'était le moment qu'elle attendait, le moment où j'allais trébucher, divaguer, prouver tout ce qu'il venait de dire sur moi. La juge a continué, avant d'examiner les prétentions de la demanderesse, j'ai besoin de clarté. Elle a brandi un document. Cet accord présumé de partage de propriété, quand exactement a-t-il été conclu? L'avocat de Lorraine a répondu rapidement. Il y a environ un an, votre honneur, lors d'une conversation privée entre les sœurs. La juge a hoché la tête, puis s'est retournée vers moi. Mademoiselle Carter, a-t-elle demandé, vous souvenez-vous d'une telle conversation? J'ai pris une profonde inspiration. Oui, ai-je dit. Le sourire de Lorraine s'est élargi. La juge a légèrement incliné la tête. Et vous souvenez-vous d'avoir accepté de transférer la propriété de votre bien? Non, ai-je répondu. Le mot est tombé nettement. Ferme, sans hésitation. Le sourire de Lorraine a vacillé une seconde. La juge n'a pas réagi immédiatement. Elle a simplement pris une note. Vous avez mentionné vous sentir dépassé à ce moment-là, a poursuivi la juge. Pouvez-vous expliquer ce que vous vouliez dire par là? J'ai choisi mes mots avec soin. J'étais dépassé par la rénovation, ai-je dit. En travaillant à plein temps tout en restaurant une vieille maison seule. J'étais fatigué, pas confuse. Lorraine s'est agitée à côté de nos parents. La juge a regardé à nouveau le document. Et pourtant, cet accord stipule que vous étiez pleinement informé et que vous agissiez avec clarté. Elle a tapoté légèrement la page. Mademoiselle Carter, dit-elle à Lorraine, vous prétendez que votre sœur vous a demandé de partager la propriété. Pourquoi n'y a-t-il aucune mention de contribution financière partagée? Lorraine a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Son avocat est intervenu. L'accord était basé sur la confiance, votre honneur. Une entente familiale.
Les yeux de la juge se sont légèrement plissés. La confiance, a-t-elle répété, est rarement documentée avec autant de détails. Elle a tourné une autre page. Et encore une chose, a-t-elle ajouté, sa voix calme mais plus tranchante maintenant. Mademoiselle Hazel Carter a soumis des déclarations de revenus, des permis de rénovation et des polices d'assurance la désignant comme seule partie responsable. Tous datés après cet accord présumé. La jambe de Lorraine a commencé à s'agiter. La juge s'est adossée à son fauteuil. À ce stade, dit-elle lentement, j'ai des questions sur la crédibilité de la plainte, pas sur la défenderesse. L'atmosphère de la pièce a changé. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. Mais quelque chose a basculé, comme une latte de plancher qui craque sous trop de poids. Lorraine m'a jeté un regard, sa confiance visiblement amenuisée. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, elle n'avait pas l'air victorieuse. Elle avait l'air incertaine. Et j'ai alors réalisé quelque chose. Debout là, sous le regard constant de la juge, mon silence ne m'avait pas rendu faible. Il les avait forcés à parler en premier, ce faisant, à révéler bien plus qu'ils ne l'avaient prévu. C'est à ce moment-là que mon avocat, Daniel Brox, s'est enfin levé. Il n'avait pas interrompu une seule fois. Pas quand ma sœur s'est présentée comme ma protectrice. Pas quand mes parents ont tranquillement acquiescé à sa version de moi. Il a attendu que la salle penche en faveur de Lorraine, que tout le monde suppose que l'issue penchait déjà de son côté. Puis il a parlé. Votre honneur, dit Daniel calmement. Avec la permission de la cour, j'aimerais aborder le soi-disant accord. L'avocat de Lorraine a hoché la tête, sans s'inquiéter. Daniel s'est approché de la barre en portant un mince dossier. Pas épais, pas dramatique, juste précis. Ce document, a-t-il poursuivi, est le fondement de toute la plainte de la demanderesse. Sans lui, il n'y a pas d'affaire. Il a posé l'accord sur la table. La juge l'a étudié à nouveau, plus attentivement cette fois. Daniel a continué. Nous avons demandé un examen indépendant de ce document. Non pas parce que nous aimons le spectacle, mais parce que quelque chose à son sujet ne correspondait pas au reste du dossier. Lorraine a croisé les bras. Mes parents se sont penchés en avant. Daniel s'est légèrement tourné, s'adressant à la cour. Mais ses paroles s'adressaient à tout le monde. Premièrement, l'incohérence financière. L'accord prétend un partage de propriété mais ne contient aucune disposition pour des coûts partagés, aucune dépense de rénovation, aucune responsabilité fiscale, aucune obligation d'entretien. Il a fait une pause. Deuxièmement, le calendrier. Il a remis un autre document à la juge. Cet accord est daté de mars de l'année dernière. Cependant, l'encre utilisée pour le signer n'existait pas sur le marché avant 6 mois plus tard. Saisi. Un murmure a parcouru la salle d'audience. La tête de Lorraine s'est vivement relevée. C'est ridicule. Daniel ne l'a pas regardé. Votre honneur, dit-il d'un ton égal. Nous avons soumis le papier et l'encre à une analyse médico-légale. Le rapport est inclus dans votre dossier. La juge a lu en silence. Les secondes passaient. Elles semblaient plus longues que tout ce que j'avais jamais enduré. Finalement, elle a levé les yeux. Mademoiselle Carter, dit-elle en s'adressant à Lorraine. Saviez-vous que ce document a été examiné par des experts? Lorraine a dégluti. Je ne vois pas pourquoi c'est important. Le ton de la juge est resté neutre. C'est important parce que le rapport indique que la signature ne correspond pas à l'écriture de Mademoiselle Hazel Carter avec un haut degré de certitude. La pièce est devenue très silencieuse. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Lorraine s'est tournée brusquement vers son avocat. Vous aviez dit que ce ne serait pas un problème. Il n'a rien dit. Daniel a continué, sa voix ferme mais indubitablement stable. Il y a plus. Il a produit une autre série de documents. Relevés téléphoniques, messages textes, courriels. Lorraine a secoué la tête. C'est du harcèlement. Daniel l'a enfin regardé. Non, dit-il doucement. C'est le contexte. Il s'est retourné vers la juge. Ces enregistrements montrent des messages répétés de Mademoiselle Lorraine Carter à ma cliente après la fin de la rénovation. Pas avant, après. Il a lu un message à voix haute. Maintenant que la maison vaut quelque chose, nous devrions parler. Le visage de Lorraine a pâli. Un autre message a suivi.
Maman et papa sont d'accord que tout ne devrait pas être à toi. La juge a expiré lentement, et finalement Daniel a dit, il y a ceci. Il a remis une dernière page. Un message vocal enregistré laissé par la demanderesse. Lorraine s'est levée brusquement. C'est privé. La juge a levé la main. Asseyez-vous. Lorraine s'est figée, puis s'est affalée sur sa chaise. L'enregistrement a joué doucement à travers les haut-parleurs de la salle d'audience. La voix de Lorraine a rempli la pièce, impatiente, irritée, indubitablement réelle. Hazel, arrête de prétendre que c'est juste à toi. Tu n'aurais même pas cette maison si grand-mère avait été plus avisée. Sois intelligente et signe avant que ça ne devienne moche. Le silence qui a suivi était absolu. Pas de chuchotement, pas de mouvement, pas d'applaudissement cette fois. Mon père regardait droit devant lui, comme si le mur en face de lui pouvait s'ouvrir et l'avaler tout entier. Les yeux de ma mère étaient brillants, sans expression. La juge a éteint l'enregistrement. Elle a joint les mains. Ce qui préoccupe cette cour, dit-elle lentement, n'est pas un désaccord entre sœurs. Elle a regardé directement Lorraine. C'est le schéma de pression, le moment des réclamations et la tentative apparente de transférer la propriété par des moyens qui pourraient ne pas être légaux. Lorraine a ouvert la bouche. La juge a levé un doigt. Je n'ai pas fini. Lorraine l'a refermé. La juge s'est tournée vers moi. Mademoiselle Hazel Carter, dit-elle. Vous êtes restée silencieuse pendant que d'autres vous décrivaient comme incapable. Pourquoi? La question m'a prise au dépourvu. J'ai répondu honnêtement. Parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie à m'entendre dire qui je suis, ai-je dit. Et je voulais que la cour entende qui il disait que j'étais avant d'entendre la vérité. La juge a hoché la tête une fois. Quelque chose dans son expression a changé. Pas de la sympathie, pas de la colère, mais de la reconnaissance. Daniel est retourné à sa place. Lorraine n'avait plus l'air confiante. Elle avait l'air exposée. Et pour la première fois depuis le début de cette affaire, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Ils n'ont pas perdu le contrôle parce que je me suis battu plus fort. Ils ont perdu le contrôle parce que la vérité n'avait pas besoin de ma voix pour survivre. Elle avait seulement besoin de temps. La juge s'est adossée à son fauteuil, les mains jointes, les yeux fixés sur ma sœur. Mademoiselle Lorraine Carter, dit-elle calmement. Avant de rendre une décision, il y a une question que je dois aborder. Lorraine s'est redressée, forçant un sourire qui n'atteignait plus ses yeux. Bien sûr, votre honneur. La juge ne le lui a pas rendu. Tout au long de cette audience, a-t-elle poursuivi, votre argumentation juridique a largement reposé sur la description de la défenderesse comme étant émotionnellement instable et incapable de gérer une propriété. Pourtant, les preuves présentées aujourd'hui suggèrent quelque chose de très différent. Elle a fait une pause, laissant le silence s'étirer. Elle suggère de la préparation, de la cohérence et de la retenue. La mâchoire de Lorraine s'est crispée. La juge s'est de nouveau tournée vers moi. Mademoiselle Hazel Carter, dit-elle. Je vais vous poser une dernière question et je veux que vous y répondiez avec vos propres mots. Je me suis levé. Mes jambes semblaient stables sous moi, non pas parce que je n'avais pas peur, mais parce que la peur n'avait plus d'importance. Oui, votre honneur. Pourquoi, a demandé la juge, n'avez-vous jamais impliqué votre famille dans la rénovation, les finances ou la gestion de cette maison? J'ai pris une profonde inspiration. Et cette fois, je ne me suis pas retenu. Parce qu'à chaque fois que je l'ai fait, ai-je dit, ma voix claire, ils m'ont dit que je ne pouvais pas le gérer. Lorraine a secoué la tête. Ce n'est pas vrai. Je ne l'ai pas regardé. Quand j'ai acheté mon premier lot de matériaux, ai-je continué, ma sœur a ri et a dit que je gaspillais de l'argent. Quand je travaillais tard le soir pour payer les réparations, mes parents disaient que je faisais du cinéma. Quand je disais que j'étais fatigué, ils me traitaient de fragile. Ma mère a murmuré, Hazel. J'ai croisé son regard pour la première fois de la journée. Vous n'avez jamais demandé comment j'allais, ai-je dit doucement. Vous avez seulement demandé quand la maison serait terminée. La pièce semblait lourde, chargée. Lorraine s'est levée brusquement. C'est de la manipulation émotionnelle. Elle déforme les choses pour se faire passer pour une victime. Je me suis alors tourné vers elle. Non, ai-je dit. Tu es en colère parce que je n'ai pas échoué. Une onde a traversé la salle d'audience. Lorraine a ri brusquement. Tu penses que c'est une question d'échec?
Tu n'aurais même pas cette maison si grand-mère n'avait pas fait une erreur. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Laid, indéniable. L'expression de la juge s'est durcie. Mademoiselle Carter, dit-elle à Lorraine, vous vous adresserez à la cour avec respect. Lorraine a de nouveau ouvert la bouche, mais cette fois, mon père s'est levé. Hazel, dit-il, sa voix tendue. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi déchires-tu la famille? Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé, l'homme qui m'avait appris à rester silencieuse, à être agréable, à m'effacer. Je ne déchire rien du tout, ai-je répondu. Je ne la tiens juste plus ensemble. La juge a hoché lentement la tête. Ça, dit-elle, c'est une distinction cruciale. Elle s'est tournée vers les avocats. J'en ai assez entendu. La confiance de Lorraine s'est finalement effondrée. Attendez, dit-elle rapidement. Si Hazel garde la maison, ordonnez au moins une surveillance partagée pour sa propre protection. La juge n'a pas hésité. Il n'y a aucune base légale pour cette demande, dit-elle. Et franchement, après ce que j'ai entendu, ce serait inapproprié. Le visage de Lorraine a rougi. Vous faites une erreur. La voix de la juge s'est refroidie. Non, j'en corrige une. Elle a pris son stylo. En examinant les preuves, cette cour estime que la demanderesse n'a pas réussi à établir une quelconque revendication légitime sur la propriété de ces Darlan. De plus, la soumission d'un document qui semble être altéré soulève de sérieuses préoccupations. Le souffle de Lorraine s'est coupé. La cour décide donc, a poursuivi la juge, que la pleine propriété du bien reste à la défenderesse, mademoiselle Hazel Carter. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. Je suis simplement resté là, absorbant le poids des mots. Et encore une chose, a ajouté la juge. Lorraine a levé brusquement les yeux. Toute nouvelle tentative de harcèlement, de coercition ou de fausse représentation de la propriété de ce bien pourra entraîner des conséquences juridiques supplémentaires. Silence. Mes parents étaient assis, figés. Lorraine s'est affalée sur sa chaise, regardant droit devant elle comme si la pièce avait basculé. La juge s'est tournée vers moi une dernière fois. Mademoiselle Carter, dit-elle, son ton plus doux maintenant. Vous avez fait preuve d'un sang-froid remarquable sous la pression. Cette cour reconnaît non seulement votre droit légal, mais aussi votre responsabilité démontrée. J'ai hoché la tête. Merci, votre honneur. Alors que le marteau tombait, quelque chose en moi s'est enfin relâché. Pas du triomphe. De la libération. J'ai pris mon sac et je me suis éloigné de la table. Lorraine ne m'a pas regardé. Mes parents ne m'ont pas suivi, et pour la première fois de ma vie, je ne les ai pas attendus. La salle d'audience s'est vidée plus vite que je ne l'avais prévu. Les chaises ont raclé doucement le sol. Les papiers ont été ramassés. Les conversations ont repris à voix basse et prudente, comme si tout le monde avait peur de déranger ce qui venait d'être brisé. Quelques personnes m'ont jeté un regard en passant, non pas avec pitié, ni avec jugement, mais avec quelque chose de plus proche de la compréhension. Lorraine est restée assise. Ses épaules étaient raides, ses mains si serrées que ses jointures étaient devenues pâles. La sœur qui était entrée en souriant semblait maintenant plus petite, contenue par l'espace même qu'elle avait autrefois tenté de contrôler. Mes parents ont hésité près de l'allée. Ma mère a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée. Hazel, dit-elle doucement comme si nous étions seuls. Nous ne pensions pas que ça irait aussi loin. Je l'ai regardé. C'est ça le problème, ai-je répondu. Vous ne l'avez jamais fait. Mon père s'est éclairci la gorge. Tu dois comprendre, dit-il en évitant mon regard. Lorraine essayait juste de protéger la famille. J'ai secoué la tête. Non, elle essayait de protéger sa position. Lorraine s'est enfin levée. Alors c'est tout, a-t-elle lancé, sa voix à nouveau tranchante, désespérée de regagner du terrain. Tu gagnes et nous sommes les méchants. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, il ne s'agissait jamais de gagner. Elle a ricané. Bien sûr que si. J'ai rencontré son regard, stable. Il s'agissait d'être entendu. Elle a ri une fois, amèrement. Tu aurais pu nous parler. J'ai essayé, ai-je dit. Vous n'avez simplement pas écouté. Les mots ont atterri plus lourdement que je ne l'avais prévu. Lorraine a détourné le regard la première. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous t'avons mieux élevé que ça.
J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, puis se desserrer. Vous m'avez élevé pour que je me taise, ai-je dit. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas le faire. Personne ne m'a arrêté alors que je marchais vers les portes. Dehors, l'air semblait différent, plus frais, plus léger. Les marches du palais de justice s'étendaient devant moi, solides, ordinaires et réelles. Je suis resté là un moment, laissant le bruit de la ville m'envahir. Mon avocat m'a rattrapé et m'a tendu un dossier. Vous vous êtes bien débrouillé là-dedans, a-t-il dit. Tout le monde ne peut pas rester calme sous ce genre de pression. Merci, ai-je répondu. De m'avoir cru. Il a souri. Les preuves ont parlé. Vous leur avez juste laissé de l'espace. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne laissais pas derrière moi une famille qui m'aimait et qui avait échoué. Je laissais derrière moi une version de moi-même qui croyait que l'amour signifiait l'endurance. J'ai descendu les marches lentement, délibérément. La maison sur Cedar Lane était toujours à moi, mais plus encore, mon avenir aussi. Et cette fois, je ne retournais pas dans le silence. Je suis allé à la maison de Cedar Lane ce soir-là. Le soleil était déjà bas, projetant de longues ombres sur le porche que j'avais réparé de mes propres mains. L'endroit avait le même aspect que toujours, calme, modeste, solide. Mais en y étant après la décision, il semblait différent, comme s'il appartenait enfin à la personne qui s'était battue pour lui. Pas seulement légalement, mais émotionnellement. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Pendant un long moment, je n'ai pas allumé les lumières. Je suis juste resté là, écoutant le craquement familier des planchers, le doux bourdonnement du réfrigérateur, le silence constant que j'avais autrefois pris pour de la solitude. Cette maison ne m'avait jamais jugé. Elle ne m'avait jamais dit que j'étais trop ou pas assez. Elle était simplement restée là, attendant que je la revendique pleinement. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de ma mère. Nous devons parler. J'ai regardé l'écran, puis j'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Pas ce soir. Certaines conversations nécessitent de la distance avant de pouvoir être honnêtes, et certaines n'ont pas du tout besoin d'avoir lieu. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai laissé la journée se rejouer dans mon esprit. La certitude de Lorraine qui se fissure, le choc silencieux de mes parents, la voix ferme de la juge coupant à travers des années de doute avec une seule décision. Pendant si longtemps, j'avais imaginé la justice comme quelque chose de bruyant, de conflictuel, de final. Mais ce que je ressentais maintenant n'était pas du triomphe. C'était de la clarté. J'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. Me défendre ne me rendait pas cruel. Ça ne me rendait pas ingrate. Ça ne faisait pas de moi une mauvaise fille ou une pire sœur. Ça faisait de moi une adulte. Pendant des années, j'avais cru que maintenir la paix était ma responsabilité. Que si je restais juste silencieuse, petite, agréable, les choses finiraient par s'arranger. Elles ne s'arrangent jamais. La paix qui exige votre silence n'est pas la paix. C'est l'effacement. Le tribunal m'a donné une protection juridique qui comptait. Il a fixé des limites qui pouvaient être appliquées, des conséquences qui ne pouvaient être ignorées. Mais la vraie protection est venue de quelque chose de plus silencieux, le moment où j'ai cessé d'accepter une version de moi-même écrite par des gens qui profitaient de mon doute. J'ai parcouru la maison pièce par pièce, touchant les murs que j'avais peints, les luminaires que j'avais installés, les petits détails que personne d'autre n'avait jamais remarqués. Chacun portait un souvenir de persévérance, d'apprentissage, du choix de continuer, même quand personne ne regardait. Quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé l'air du soir entrer. J'ai pensé à l'avenir, non pas en termes dramatiques, non pas comme un discours de victoire, mais comme quelque chose de stable et d'ouvert. Je pourrais louer la maison, ou continuer à y vivre, ou un jour la vendre et commencer quelque chose de nouveau. Pour la première fois, ces choix me semblaient être les miens. Ma sœur n'admettra peut-être jamais ce qu'elle a essayé de faire. Mes parents ne comprendront peut-être jamais entièrement pourquoi ils m'ont perdu avant de perdre le procès. Mais ce n'est plus quelque chose que j'ai besoin de résoudre. J'ai éteint les lumières et je suis monté, emportant avec moi quelque chose de bien plus précieux qu'une maison. Ma voix, mes limites, et la certitude que je n'ai pas à être silencieuse pour appartenir à un endroit. Surtout dans ma propre vie. C'est là que mon histoire commence vraiment.